tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 42 qui va du 13 au 19 octobre. Alors cette semaine, déjà, j'aurais aimé travailler sur un retour plus complet de la convention Octogone, remercier un petit peu tous les gens que j'ai eu l'occasion de voir, mais je n'ai vraiment pas eu le temps cette semaine, c'était très compliqué, notamment avec le boulot qui m'a beaucoup, beaucoup pris le temps. Mais ça ne m'a pas empêché de voir quelques médias. Notamment, j'ai vu une vidéo sur YouTube des explications de Marcus sur la fermeture potentielle de Game One. Donc, super triste nouvelle que l'arrêt de Game One, en fait, c'est vraiment un pan de ma jeunesse qui disparaît. Et en plus, pour des raisons que je trouve très, très discutables. J'espère que l'équipe de Game One va rebondir. Je leur souhaite vraiment le meilleur pour la suite et j'espère qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils ont prévu, c'est-à-dire essayer de voir s'ils peuvent récupérer le nom, se lancer ailleurs, etc. Donc voilà, courage à vous. En tout cas, merci pour tout ce boulot autour de Game One qui a quand même bercé beaucoup, beaucoup de ma culture geek déjà depuis le début, depuis mon enfance, adolescence. J'ai vu aussi One Punch Man, j'ai vu que la saison 3 était sortie, mais pour le moment, il n'y a qu'un seul épisode, je suis tellement déçu. Mais bon, j'attendrai la suite avec impatience. J'ai vu aussi Store Data Natively in 8 N8N, donc N8N, je ne sais jamais comment on le prononce, donc ce fameux outil qui permet de faire des flux entre différentes applications et d'automatiser les choses. C'est une vidéo sur leur nouvelle fonctionnalité de data table dans N8N. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça vraiment bien et je pense que c'est quelque chose qui va me permettre de pouvoir envisager ça dans un mode de production vraiment professionnel. Alors, pourquoi c'est bien? On m'a posé la question, notamment cette semaine, donc je vais essayer d'y répondre un petit peu. Déjà, on peut stocker les variables entre les exécutions. À l'heure actuelle, moi, j'avais partagé un flux communautaire qui permettait d'envoyer les bookmarks qu'on fait sur Mastodon dans du Raindrop pour les lire plus tard. Et je me base en fait sur l'ID du bookmark Mastodon qui va toujours en s'incrémentant. Et donc, pour éviter de reprendre tout l'historique de tous les bookmarks Mastodon, de les renvoyer et de faire des doublons. Sauf que à l'heure actuelle, je stocke ma variable dans l'exécution. C'est-à-dire que tant que le job est exécuté, est actif, ça fonctionne. Si à un moment je suis obligé de l'arrêter pour le modifier complètement et le relancer, je n'aurai plus cette variable. Je serai obligé de recommencer et potentiellement de refaire des doublons ou alors de sauvegarder la valeur de cette variable avant de faire mes modifications, ce qui nécessite quand même un petit peu de préparation. Alors que là, en fait, on a une data table, on a une base de données, on peut très bien imaginer stocker et mettre à jour régulièrement cet identifiant pour pouvoir le réutiliser, quel que soit en fait l'état de votre workflow. On peut même d'ailleurs imaginer passer des identifiants d'un workflow à un autre de cette façon-là. On peut monter ça comme une petite base de données. Un des exemples qu'il donne notamment, c'est monter un petit CRM, donc c'est plutôt pas mal aussi. Ça permet aussi de stocker des données, de pas s'embêter avec... Typiquement, il y a beaucoup de gens qui stockent des emails de newsletters sur des Google Sheets pour les réutiliser plus tard. Là, c'est terminé, on peut les stocker directement dans les workflows N8N et donc, à la limite, pourquoi pas imaginer que ça puisse être une base pour un début de newsletter. À mon avis, en termes de volumétrie, si on part vraiment sur une grosse newsletter et qu'on arrive sur du 100 000, 200 000 ou 300 000 emails, il faudra quand même penser à passer sur autre chose. Mais pour quelque chose, on va dire, qui reste de l'ordre de 100, 200 emails, peut-être jusqu'à 500, c'est complètement jouable. On peut aussi s'en servir, en fait, un petit peu pour remplacer une message queue, en fait, donc une queue file d'attente de messages entre deux API pour faire de l'asynchrone. Typiquement, on voit que dans N8N, on peut récupérer un client Shopify quand il passe une commande pour l'envoyer dans du Salesforce. Très bien, c'est en API, c'est vachement bien, etc. Mais que se passe-t-il si, tout d'un coup, Salesforce fait une maintenance? Bon, ça peut arriver. Ça veut dire que ce client-là, cette demande-là, elle est perdue dans les limbes, elle a été envoyée et en fait, il n'y a plus rien. Là, on va dire travailler en demi-interface, c'est-à-dire faire de Shopify vers le data table et de la data table vers Salesforce, ce qui permettra aussi d'avoir ce qu'on appelle un acknowledge, donc un retour qui va nous dire oui, j'ai bien reçu le traitement, non, je n'ai pas reçu le traitement, qui permettra de faire des rejeux et de rejouer en fait les données qui n'ont pas été passées. Donc on va pouvoir stocker des données, voir quelles sont les données qui ont transité, permettre potentiellement de faire un rejeu
Bref, travailler dans un format qu'on appelle demi-interface et de pouvoir justement avoir, on va dire, une sorte de résilience en fait de nos messages et pouvoir les traiter de manière asynchrone. Souvent, on a quand même assez peu besoin d'un temps réel immédiat. On peut avoir de l'asynchrone, c'est-à-dire au lieu d'être à la milliseconde, on va être peut-être à la seconde entre 2 traitements parce qu'on va passer par la data table en intermédiaire et on pourra le traiter plus tard. Et donc, on arrive sur quelque chose qui se fait et qui permet de rajouter de la résilience, ce qui me fait dire qu'effectivement, dans un milieu professionnel, ça peut prendre tout son sens. J'ai vu aussi une vidéo qui s'appelle The Design of Dredge, donc c'est une interview très sympa sur Black Salt Studio, donc le studio qui a créé le jeu vidéo Dredge, vous savez, ce jeu vidéo qui mélange jeu de pêche et horreur Lovecraftienne. Et l'interview est super sympa, on y apprend comment ils ont fait leur choix, d'où vient leur inspiration, pourquoi Dredge et aussi pourquoi ce jeu, en fait, parce qu'il y en avait quand même 3 dans leur pipe au départ du studio. Et voilà, ils ont même parlé de ce qu'ils changeraient s'ils devaient refaire Dredge et j'ai trouvé ça vraiment sympa comme partage. J'ai vu une autre vidéo, j'étais moins convaincu, c'est la vidéo du MyMapper sur le module qui va changer votre façon d'utiliser Obsidian. Autant la vidéo, j'ai rien à dire, le module non plus, c'est juste que c'est sympa, mais en fait, c'est juste regrouper plusieurs fonctionnalités dans un module qui existait déjà dans d'autres modules, en fait. C'est-à-dire que changer la façon de naviguer dans Obsidian, il y avait déjà d'autres choses qui permettaient de le faire, notamment via des thèmes, et ajouter une note globale sur un dossier, il y avait déjà FolderNote qui faisait ça, donc moi, en fait, j'ai pas du tout trouvé mon compte là-dedans. Par contre, si vous voulez voir la vidéo, elle est très bien faite, elle est très bien expliquée, et si vous voulez voir le plugin, il n'y a pas de souci, c'est juste que dans ma pratique, ça va pas apporter grand-chose. Cette semaine, j'ai vu plusieurs choses. J'ai lu le jeu de rôle Bulle de Silfel. C'est un jeu de rôle très sympa avec un principe d'utilisation de la roue des émotions pour gérer l'ambiance de la scène qui est racontée et que je trouve très très intéressant. C'est quelque chose que j'ai envie de tester avec mon enfant parce que je me dis que ça peut être intéressant justement de lui partager la roue des émotions de manière ludique en fait. Et donc ça, c'est un des achats que j'ai fait à Octogone et j'en suis très très content. Un autre achat d'Octogone, c'est Enquête du Dragon, ma première aventure. C'est un excellent jeu / histoire en fait. C'est un livre où vous êtes le héros pour enfants. Et c'est génial en fait pour une fois que je prends plaisir à relire plus de 20 fois la même histoire. C'est vraiment agréable en fait, notamment parce que oui, moi là, à l'heure actuelle, quand il accroche une histoire, on la relit 15 fois, voire 15 fois le même soir. Mais là, au moins, l'histoire, elle peut changer un petit peu et c'est sympa et il se prend vraiment au jeu, il est en train vraiment de chercher et cetera. Il, mémorise les trucs et donc c'est super sympa. J'ai lu aussi Quest, licence et ressources créatives by Iphisalis. Donc c'est la traduction du SRD de Quest en français. Quest, c'est un jeu de rôle, assez simple avec une espèce de dose d'un peu bienveillance et cetera dans du heroic fantasy. Et donc là, c'est le SRD, donc le System Reference Document, donc un peu les grands principes, sans tout le lore et sans les illustrations, qui a été traduit en français. C'est vraiment plein de bonnes idées au niveau de la mécanique, notamment, vous voyez, pour gérer en fait du médiéval fantastique assez bienveillant, c'est plutôt sympa. J'ai lu aussi Wonder Home, le kit de découvert en français, traduit par Melville. Alors des gros bisous déjà à Melville, que ça fait un bout de temps que j'ai pas vu. Et sinon, le Wonder Home, c'est de très bonnes idées pour un jeu très cosy, très orienté voyage. J'ai beaucoup aimé. C'est juste la proposition d'univers, moi, qui n'est pas pour moi. C'est-à-dire où on va jouer des petits animaux, des petites bestioles, etc. Et puis il va y avoir plein d'insectes, etc. C'est pas vraiment pour moi, mais par contre, transposer ça dans un autre univers ou récupérer quelques mécaniques qui sont vraiment bien faits pour faire du voyage et pour faire quelque chose de très, on est vraiment dans l'exploration, en fait. On est dans le voyage, dans l'exploration, dans la découverte. On n'est pas du tout dans, la destruction de monstres et ce genre de choses et franchement, c'est très, très agréable et ça fait vraiment plaisir à lire et il y a vraiment des super choses à faire avec ce jeu. Cette semaine, j'ai écouté pas mal de choses. J'ai écouté l'épisode C'est plus compliqué que ça sur la ceinture de chasteté qui n'existe pas. C'est un épisode que j'ai trouvé super intéressant puisqu'on y parle des faux objets du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il y a des époques comme les Lumières, le 19e, etc., qui ont créé des faux objets pour dire à quel point le Moyen-Âge était obscur, était sombre et les gens étaient moins bien qu'eux. Et en fait, c'est très, très sympa parce qu'on découvre déjà qu'il y a plein d'objets qu'on pensait être moyenâgeux qui n'existaient pas.
Et ensuite, on apprend aussi un petit peu ce que disaient les époques qui ont créé ces faux sur elles-mêmes, à travers le fait de vouloir projeter leurs propres peurs vers le Moyen Âge et ce genre de choses. J'ai écouté un extrait d'un podcast qui s'appelle «L'Histoire d'argent» avec Fibrotique et sa quête d'audience. C'est un podcast que j'ai trouvé sympa, même si c'est qu'un extrait. Et en fait, je crois que j'ai déjà écouté le podcast en entier, puisque ça me rappelle vraiment quelque chose. J'ai écouté l'interview aussi de Nicolas Levif sur la JDR Academy, où il y parle de la Fabrique de l'imaginaire et de Brindlewood Bay, puisqu'il y a un financement participatif pour on va dire la version finale de Brindlewood Bay. Et franchement, je vous encourage à aller écouter l'interview et à aller voir le financement participatif, parce que déjà l'interview est très sympa. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont données. Le jeu est génial, j'en ai déjà parlé pas mal ici et j'adore le concept en fait au niveau de jouer, déjà à un groupe de de grand-mères qui enquêtent sur les crimes façon, Miss Marple, Hercule Poirot, enfin très Cozy Murder, et du coup avec un système d'enquête émergente où en fait on va ensemble construire une théorie et valider si la théorie est bonne ou pas. Je trouve que c'est très malin pour faire de l'enquête justement à la Agatha Christie, voire à la Conan Doyle. Et voilà, là, a priori, la nouvelle version, donc c'est la version finale qui a été sortie par The Gauntlet, vous savez comment ils marchent. Ils font déjà un premier jeu, ils le diffusent, on va dire en version bêta, très limitée, et ensuite, quand ils voient que ça marche et qu'il y a eu plein de retours, ils font un vrai livre avec, du lore et cetera. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un Trophy d'Arc qui faisait 15 pages, à un truc qui sort en 3 tomes avec des cartes et cetera. Enfin bon, et Brindlewood Bay, ça suit un peu la même logique. Ils ont fait une première version qui avait déjà été traduite par Gulix à l'époque, et là, ils refont donc un financement participatif en anglais qui a eu lieu et qui a permis de financer, vraiment beaucoup de matériel. Et là, c'est cette version-là qui va être traduite et qui va être publiée en français, donc je vous invite vraiment à aller le voir si vous aimez, Agatha Christie et les jeux de rôle qui ont des mécaniques un peu innovantes au niveau de l'enquête. J'ai aussi écouté un épisode de La Croquette de livres, un podcast en fait sur, on va dire, une critique des livres dont vous êtes le héros dans l'univers d'Aria de Fibrotique, et j'ai trouvé ça plutôt cool, le retour et la façon dont elle en parle, j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai écouté une petite capsule des imaginateurs du JDR, les astuces JDR de NJ sur le silence. C'est le type de capsule vraiment très sympa, des conseils de maîtrise de jeu et de jeu pour le jeu de rôle. C'est, vraiment une très bonne idée. Ça me rappelle un petit peu ce que j'avais fait il y a une époque avec quelques minutes de JDR qui était une petite capsule au niveau de la JDR Academy. J'ai pas continué le truc malheureusement et j'ai eu un panne d'inspiration, la vie qui m'a rattrapé et cetera, mais ça me fait plaisir qu'il y ait d'autres capsules qui existent comme ça et que ça reprenne un peu l'idée, parce que franchement, je pense que c'est un excellent format. J'ai écouté aussi, la pensée critique appliquée à soi, méthode choc sur l'ostéopathie, le short, et donc ils ont sorti des formats short qui permettent de récupérer un peu les moments phares de certains épisodes. Là, j'ai écouté celui sur l'ostéopathie et franchement, ça donne très envie d'écouter l'épisode au complet, donc je pense que ça marche et c'est très intéressant. J'ai écouté l'épisode de Salut Designer avec Fibrotique, où on apprend vraiment beaucoup de choses sur le métier de narrative designer, et si vous ne connaissez pas, allez l'écouter, c'est plutôt intéressant. J'ai écouté l'épisode de Tech Café Windows 10, c'est fini, parce que oui, effectivement, depuis le 14 octobre, c'est fini, plus de Windows 10, le support c'est terminé, c'est devenu compliqué. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il y a énormément de personnes qui passent maintenant, sur du Linux, puisqu'ils n'ont pas du tout envie de passer sur du Windows 11, et je le comprends parce que personnellement, je l'ai au taf et c'est une purge. Mais bon, il y a aussi un sujet sur la question de l'avenir de la pollution spatiale dans l'épisode de Tech Café, et donc il y a plein de choses, comme d'habitude, une veille technologique qui est très large, et on y parle d'IA aussi, bien sûr. J'ai écouté 2 épisodes de Trench Tech, si la technique n'était pas qu'un outil et l'algorithme dans la peau. C'est très, très bien. C'est un peu court, mais Trench Tech, c'est vraiment un podcast que j'apprécie, écouter, puisqu'il y a toujours des points très marquants et des positions assez marquées aussi. J'ai écouté 2 autres podcasts qui sont Entretien avec Philoprotique de la philo sur l'amitié. J'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Je pense qu'il y a plein de choses. Ça m'a donné quand même des choses auxquelles réfléchir, mais il y a plein de choses où j'aurais aimé, que ça aille plus loin, ou au moins le dire avec d'autres mots. J'ai écouté aussi, une trailer en fait d'un podcast qui s'appelle Le Journal des Mondes. Donc c'est dans les pages du Journal du Monde, ça a l'air d'être une série d'actual play, et
Ça a l'air sympa, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais pour le moment, le trailer m'a pas non plus, super donné envie. Sinon, dans les choses sur lesquelles j'ai travaillé cette semaine, pas grand-chose, hein. Comme je vous l'ai dit, ça a été compliqué au travail. Par contre, dans le pipe, qu'est-ce que j'ai? Le retour construit sur Octogone. J'espère aussi bientôt, avec la JDR Academy, faire des streams que je vais pouvoir ensuite reprendre et diffuser, puisque je pense que ça peut vous intéresser. On y va y parler d'Obsidian et du jeu de rôle. Donc, à travers la gestion d'une campagne de jeu de rôle, je vais vous montrer comment ça fonctionne Obsidian et ce qu'on peut faire avec, notamment en termes de, on va dire, base de données de notes, lien entre les notes, comment automatiser certaines choses, les templates, etc. Voilà, on va se servir de l'excuse de gérer une campagne en jeu de rôle pour aller, creuser un petit peu le sujet d'Obsidian. Donc, je pense qu'il y avait pas mal de personnes qui m'avaient déjà relancé sur les tutos Obsidian dont je parle depuis longtemps, et là, je pense que ça va arriver. Et sinon, sinon je commence à réfléchir à travailler sur une fiction interactive à destination de mon enfant, puisque il veut de plus en plus, jouer et regarder à des jeux vidéo, et aussi, là, je vois que le livre dont vous êtes le héros a bien marché, donc je me dis: «Bon, peut-être que, plutôt que d'essayer de trouver des jeux vidéo qui sont rarement adaptés à son âge, peut-être faire le bien et puis, lui proposer et puis voir, si ça peut l'intéresser». Voilà, ce sera tout pour cette semaine. J'espère que vous avez trouvé des choses qui vont vous faire envie et que vous allez pouvoir découvrir. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!